risques. Donc, l'État fixe les grandes orientations, il est garant s'il y a un déficit, etc. Mais les caisses d'assurance maladie sont vraiment gérées par des représentants des entreprises et des travailleurs. Et ensuite, il y a le deuxième modèle, c'est le modèle qu'on appelle beveridgien. C'est un économiste, Beveridge. Allô? Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Pas du tout. Vous en avez déjà entendu parler de Beveridge? Non? Bof. Donc Beveridge, c'est la logique assistentielle, c'est-à-dire les prestations sont versées uniquement aux individus qui en ont besoin. L'idée de ces systèmes de protection sociale et notamment de leur fonctionnement, c'est que les prises de décision en France, elles ne sont pas faites par l'État, mais elles sont faites par les partenaires sociaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais sûrement, le budget, il est structuré autour de ce qu'on appelle le projet de loi de finances, le PLF, et le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et ces deux projets de loi, ils sont votés par les députés. Et il n'y a pas de porosité entre les deux, si on peut dire. Mais avec, notamment, c'est pour ça que ce que proposait Macron sur la réforme des retraites, avec la création d'une caisse nationale de retraite universelle, c'était une manière de faire un revirement aussi idéologique sur le mode de fonctionnement actuel, et notamment parce que le gouvernement voulait que notamment le président en fait, de cet organisme-là, la Caisse nationale de retraite universelle, soit un petit peu comme un commis de l'État. Alors que là, il y a une forme d'indépendance, enfin d'autonomie du système de protection sociale. Pour faire simple, en fait, en termes de mode de gestion, ce que ça veut dire, c'est par exemple à la CNAF, donc qui est une caisse nationale des affaires familiales, le président, c'est un syndicaliste. À la CAF, les présidents, ce sont souvent aussi des syndicalistes. Ce n'est pas des préfets, ce n'est pas des hauts fonctionnaires. Et donc, l'ensemble des organisations syndicales qu'on appelle représentatives, elles sont présentes dans la gestion de ces établissements, de ces organisations. Donc, parmi les organisations syndicales qu'on dit représentatives, est-ce que vous en connaissez? Allez-y là, ça va, c'est simple. Faut juste, il y en a quelques-unes qui ne le sont pas, mais ouais, la CFDT, super. FO, tout à fait, la CGT, ouais. Il vous en manque une. Alors, la CFTC, non. Sudasso, non plus. Le MEDEF, non plus. Il vous en manque une. C'est l'UNSA, ça s'appelle. Voilà, donc ça, c'est CGT, CFDT, FO, UNSA, c'est les 4 organisations qui sont représentatives. La FSU, la CFTC, Sud, etc., ils ne sont pas représentatives. Sachant qu'en France, il y a 2 régimes de sécurité sociale. Est-ce que vous le savez? Tous les Français ne sont pas dans le même régime de protection sociale. Il y a un petit twist, notamment dans une région particulière, je ne sais pas si ça vous... qui bénéficie d'un statut particulier. Il y a l'Alsace, mais ce n'est pas que l'Alsace, c'est aussi là. L'Alsace et la Lorraine, presque. La Moselle, absolument. L'Alsace et la Moselle. Pourquoi? Allez, pourquoi? Pourquoi l'Alsace et la Moselle? Parce que la guerre de 70, enfin, l'occupation allemande et le Concordat, etc. Absolument, c'est dû au Concordat. Et donc, du coup, en fait, pour faire simple, ils bénéficient, l'Alsace et la Moselle, d'un taux de remboursement qui est plus important que le reste des Français. Et donc, du coup, ils ne sont pas prêts à renoncer à ce statut. Et à l'heure actuelle, le Concordat prospère et vit encore. Donc, voilà. C'est un des débats récurrents, mais ça fait partie en tout cas des arguments un peu de gauche de défense du Concordat, fait de dire si jamais on doit faire disparaître ce statut,
il faut faire en sorte qu'il y ait une revalorisation du taux de remboursement qui soit égal pour pas qu'il y ait de perte de droits. Au sein de ce système de protection sociale, il y a différentes branches. Ces branches, chacune va couvrir un risque social qui est propre. C'est pas une assistante, mais c'est un salaire qui est différé, qui est cotisé. On en a parlé tout à l'heure, il y a la branche accident du travail et maladie professionnelle. Il y a la branche maladie. Il y a la branche retraite. Est-ce que vous savez à peu près combien ça représente, la branche retraite, par rapport au global? C'est 45% à peu près des prestations totales. Il y a la branche famille. Et ensuite, il y a la branche vieillesse. Et la petite particularité, c'est que la branche famille, vous le savez, les départements sont notamment en charge du versement des prestations sociales. Et donc, il y a une partie de cette caisse-là qui est distribuée directement par les départements. Donc, on a parlé des branches. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le régime obligatoire. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure dans le chat. En gros, le régime obligatoire, c'est sur le montant d'une prestation, c'est ce que va rembourser la sécurité sociale. Par exemple, pour ce qu'on appelle des professionnels en secteur 1, ça rembourse 70% du montant de la prestation. En plus du régime obligatoire, il y a ce qu'on appelle le régime complémentaire. Bravo. Bravo. Et il y a aussi la mutuelle. Le régime complémentaire, c'est la mutuelle. C'est ce qui rembourse la différence entre le montant total payé et ce que rembourse la sécurité sociale. La mutuelle, il y a deux types de mutuelles. Il y a soit les mutuelles qu'on appelle assurantielles, donc c'est par exemple c'est AXA, etc. Soit il y a ce qu'on appelle les mutuelles qui sont mutualistes. Donc ça c'est par exemple la MGEN ou d'autres types de mutuelles. Et ça c'est vraiment deux modèles qui sont différents. Pour avancer un petit peu là-dedans, je ne sais pas si pour l'instant tout est clair pour tout le monde. Ça va? On a à peu près perdu personne? Vous avez peut-être des questions déjà à prendre à la volée? Si vous voulez prendre la parole, il faut réallumer votre micro. Pardon, je vais y arriver. Vous avez un petit bouton avec un micro, puis appuyez dessus. Pas de questions? Ok, donc on continue. Ensuite, il y a des types de régimes qui sont le régime. En fait, le système, il n'est pas unique et le même pour tout le monde. C'est qu'il y a des régimes spéciaux. On parle souvent de régimes spéciaux. En fait, les régimes spéciaux, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est marqué par en fait, selon les secteurs, il y a des logiques de distinction un petit peu professionnelles qui sont très fortes, qui sont basées sur l'histoire de certaines professions, etc. Et du coup, ça fait qu'il y a des antagonismes qui sont importants. Et tout cela a façonné un peu l'organisation du système de protection sociale en le divisant en plusieurs régimes. Par exemple, est-ce que vous connaissez un régime qui n'est pas un régime général? Une profession qui bénéficie d'un régime général? Il y a les agriculteurs, par exemple. Voilà, tout à fait. Il y a les agriculteurs et les agriculteurs, ils ne veulent pas rentrer dans le régime général. En tout cas, je parle en tant que profession globale, hein, je ne parle pas en tant qu'individu. Il y a peut-être des personnes qui veulent rentrer dans le régime général, mais en tout cas, la profession, pendant longtemps, ne veut pas rentrer dans le régime général. Ils voulaient cotiser pour eux, pour leur profession. Et donc, du coup, pourquoi ils veulent cotiser pour eux? Parce qu'en fait, ça leur permet de maîtriser leur caisse.
leur caisse et de pouvoir faire en sorte de participer, de définir eux-mêmes les modalités de gouvernance. Et donc, ce n'est pas toujours possible à une échelle plus grande, à l'échelle du régime général. Donc, ils préfèrent créer un régime spécial pour pouvoir garder la main sur les modalités de remboursement, etc. Il y a aussi, par exemple, les étudiants. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelque chose qui s'appelle la charte de Grenoble. Peut-être que d'anciens syndicalistes étudiants en ont parlé. Mais en fait, cette charte de Grenoble, elle est très importante parce qu'elle dit que les étudiants sont des jeunes travailleurs intellectuels. Et en France, un travailleur ne peut pas ne pas avoir accès au système de protection sociale. Et donc, acter ça dans une charte, c'était une manière pour eux de permettre qu'ils rentrent dans le système global. Et donc, ils ne cotisaient pas, vu qu'il n'y avait pas de cotisation sur un salaire, vu qu'ils n'avaient pas de salaire, mais ils étaient estimés comme être des travailleurs, et donc ils ne pouvaient pas ne pas avoir de couverture et de solidarité, en fait. Voilà, à peu près pour les grandes lignes. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que il y a donc les ordonnances de 1945 qui mettent en place le système de protection sociale, la création de la sécurité sociale, divisent en fait l'ensemble des bénéficiaires en 4 grandes familles qui existent donc aujourd'hui. On a parlé du régime agricole, il y a le régime général, il y a le régime des travailleurs non salariés et non agricoles, et il y a les régimes spéciaux de salariés et de fonctionnaires. Ce qu'on essaie de faire en sorte dans ces régimes, dans ces différentes familles depuis plusieurs années, c'est de faire en sorte de pouvoir faire des rapprochements, soit sous forme de compensation, de ce qu'on appelle d'adossement, etc. Bon, ça c'est un peu plus technique, mais l'idée c'est de pouvoir petit à petit essayer d'uniformiser au moins sur les modalités de versement, sur les montants et autres. Maintenant, je vais revenir sur un des éléments les plus essentiels et un des piliers en fait de ce système de protection sociale, c'est la question de l'universalité. Et notamment, un des sujets qu'on se pose parfois souvent en tant que militant politique, en tout cas moi c'est mon cas, mais de dire en fait pourquoi on donnerait à tous la même chose alors qu'en réalité, il y a des gens qui gagnent plus et puis il y a des gens qui gagnent moins, il y a des personnes qui ont plus besoin, il y en a qui ont moins besoin. Pourquoi on part sur l'idée d'avoir une universalité plutôt que de faire en sorte de faire de la redistribution à travers ce système-là de protection sociale? L'idée, en fait, derrière l'universalité, c'est déjà on ne prend pas la même chose à tout le monde. Vous le savez, les cotisations, c'est une part du salaire, et donc ça veut dire qu'on prélève plus les riches, déjà, et moins les salaires de personnes des faibles salaires. Et donc ça, c'est plutôt déjà quelque chose de positif. Mais aussi, l'idée, c'est que tout le monde bénéficie de à peu près la même chose. Et donc, ça veut dire que plus de personnes défendent ce système. Vous avez entendu depuis des années le fait qu'on parle souvent d'assistanat, etc. Et donc, l'universalité permet de dire, en fait, il n'y a pas d'assistanat. Tout le monde bénéficie de la même chose. Le deuxième gain un petit peu politique de ce système-là universel, c'est le fait qu'on n'a pas d'effet ce qu'on appelle d'effet de seuil. Vous le savez, le système, par exemple, des impôts en France, le système aussi de ce qu'on peut faire aussi sur les systèmes de bourse pour les étudiants. On reproche souvent l'effet de seuil, c'est-à-dire je suis juste en dessous du seuil qui permet de passer au-dessus et donc avoir plus de remboursement, plus de revenus, etc. Et donc, l'idée là, c'est vraiment de permettre le même système à tout le monde et pas que ça fluctue parce qu'on sait que c'est difficile de mettre en place une progressivité totale. Voilà un petit peu déjà pour les premiers éléments. Une autre chose aussi, c'est que c'est pas juste un filet de sécurité en fait pour les personnes les plus pauvres, mais l'idée c'est de vraiment avoir une bonne couverture des risques et de pas inciter en fait
l'idée, c'est d'avoir un taux de remboursement qui soit élevé, parce que sinon, on incite à la cotisation dans des caisses privées. Et donc, le fait de pouvoir être universel, etc., permet aussi d'élever le niveau de remboursement de tout le monde. Voilà. Et je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il y a quand même une remise en cause de l'universalité qui est plutôt proposée dans une logique en fait de baisse des coûts, des prestations sociales, etc., et pas dans un objectif de justice ou de redistribution. Mais ça pose quand même la question de la répartition, de la justice dans l'attribution des aides, du montant, de l'impact des prestations, etc. Mais si on... Tout à l'heure, on a parlé, j'ai vu qu'il y avait une remarque sur la question des plafonds de cotisation. Effectivement, plafonner les allocations ou réduire les prestations sociales, c'est toujours une manière de favoriser les assurances. Et aller vers une assurance sociale, ça permet de couvrir les risques sociaux, mais ça ne permet pas du tout de lutter contre les inégalités. Donc voilà, donc l'idée, par exemple, pour donner un exemple tout bête, c'est que le coût pour élever un enfant, par exemple, il est, je sais pas, je vais dire un exemple, il est estimé par exemple à 500 € par mois. L'allocation, elle va être de 60 ou de 90 € par exemple. Donc ça ne permet pas de couvrir l'intégralité des dépenses réelles du montant. Mais aujourd'hui, ce sont les parents qui touchent l'allocation pour l'enfant pour une raison pratique, mais en réalité, l'allocation, elle est due directement à l'enfant. Et donc, remettre en cause l'universalité, c'est aussi permettre et donner du corps à l'idée que la famille, c'est la cellule de base, etc., d'une forme aussi de solidarité qui est plus importante. Voilà, en gros, dans les grandes lignes, ce que je pouvais vous dire sur le système actuel. Je ne sais pas si ça vous a éclairé, si c'est clair, s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions, apporter des remarques, faire des observations ou apporter des compléments. Est-ce qu'on a des spécialistes de la protection sociale dans la salle? Non. Est-ce que tu as un petit document récapitulatif ou pas, Mathilde? Bien sûr, on peut tout à fait vous passer ça, ouais. Tout à fait. Ce que je peux faire, c'est que même j'ai un petit doc. Alors, je vais vous le mettre. Je ne sais pas si on peut mettre des docs dans la conversation. Oui, on peut mettre des pièces jointes. Thomas? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûre non plus. Ouais. Je peux peut-être sinon vous faire un partage d'écran. Hop, les liens seulement. Je vais essayer de vous trouver le lien alors. Je me permets de vous dire que actuellement il y a un problème qui est soulevé avec Zoom sur les liens. Si on met des liens et que l'on clique dessus, il y a du phishing qui risque de se produire. Donc on a peut-être intérêt à ne pas mettre les liens dans le chat. Peut-être dans le Telegram. Ça vient d'un centre de recherche là, du CNRS qui j'ai reçu l'information. Donc je pense que c'est assez juste. Il faut faire attention. Peut-être dans Telegram plutôt, ouais. Alors, je vais regarder, mais en fait, je ne crois pas que ça soit vraiment un problème de sécurité lié à Zoom en tant que tel, mais c'est qu'il y a des gens en fait qui sont connectés sur des plateformes et ils partageaient en fait des liens sur lesquels les gens après se faisaient piéger. Mais je vais quand même creuser ça, mais jusque-là en fait, c'est souvent des risques habituels en fait. Le phishing, tout ça, c'est juste que des gens cliquent sur des liens malveillants. Et je peux vous envoyer le document que j'ai reçu si ça vous intéresse, mais il me faudrait une bonne adresse. Ouais, je t'envoie ça en privé. Ok. Et Mathilde, moi j'ai juste une question sur par rapport à ce débat-là, sur universalité ou pas. Moi je trouve ça super intéressant. Moi c'est un truc qu'on m'a tout de suite, quand j'ai commencé à parler, pas sécu, mais revenu universel, on m'a tout de suite dit, mais non, j'ai commencé à discuter de la sécurité sociale alimentaire, en fait. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Et l'un des points que des gens ont soulevé tout de suite, c'était mais on ne va pas filer des sous des gens qui ont des thunes. Et je me demandais du coup, donc ce débat il existe. En France, si on
enfin, je ne sais pas, sécurité sociale alimentaire, c'est un peu pointu, mais en général, ce débat donné à tout le monde versus l'intérêt donné à tout le monde versus donné à ceux qui en ont le plus besoin, mais qui du coup peuvent se sentir dans l'assistanat, etc. On sait que le RSA, par exemple, il y en a qui ne le prennent pas parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés. Ça en est où? Enfin, est-ce que ce débat, il penche majoritairement dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que c'est fortement remis en cause le côté universel? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Ouais, tout à fait. Juste sur le RSA, alors j'étais en train de retrouver le salaire, le chiffre exact, pardon, mais, euh, mais sur le RSA, 2 tiers des travailleurs pauvres qui ont droit au RSA, et notamment le RSA activité, bon, c'était voilà, n'y avaient pas le droit. De la même façon, on en a parlé la dernière fois, je ne sais pas pendant quel débat c'était, mais je racontais le fait qu'à un moment, on avait eu une négociation gouvernementale sur la question de la prime d'activité, notamment la prime d'activité pour les jeunes, et que en fait, le montant alloué par l'État à la prime d'activité prenait en compte le fait que en fait, seuls 40% des jeunes allaient demander l'aide. Et donc, du coup, on se rend compte que en fait, l'universalité, c'est un énorme argument pour dire, bah, en réalité, c'est de l'accès au droit, parce que l'accès au droit, sinon, il n'est pas possible. Si on ne crée pas d'automaticité, il n'y a pas d'accès au droit. S'il faut faire des démarches pour demander une aide, même là, on le voit hein, sur le système actuel, il y a énormément de personnes qui n'envoient pas leur feuille de soins pour se faire rembourser, etc. Et on voit que c'est vraiment un énorme, alors qu'ils ont le droit et que c'est de l'argent, mais on voit qu'il y a déjà un énorme problème où en fait tout ce qui devrait être remboursé n'est pas forcément remboursé. Donc on va dire que cet argument-là est déjà un premier argument un peu fort pour pouvoir défendre l'universalité. L'idée, enfin moi je trouve que là où comment dire, ce sujet-là se renouvelle, c'est aussi sur la question de la gratuité. On entend souvent parler, par exemple, dans l'accès au transport, etc., mais dans cette logique de pouvoir dire bon, bah, il faut faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes puissent avoir accès à des activités essentielles, notamment la mobilité, etc. Et donc, on se demande, bah, est-ce qu'il vaut mieux faire de la gratuité, donc permettre à des gens gratuitement de pouvoir accéder au métro, au bus ou autre, ou est-ce que finalement, il faut faire un tarif progressif? Ça, c'est pareil, en réalité, c'est cette question-là de la mesure, en fait, entre c'est entre est-ce qu'on est là pour faire payer davantage les riches et moins les pauvres, ou est-ce qu'on est là pour que tout le monde puisse avoir accès et donc être sur des sphères plutôt d'extension des biens communs et de sortie de la marchandisation et de gratuité. Là, on parle des services publics. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, notamment sur la gratuité, qui est une manière, je trouve, de renouveler un petit peu ce débat-là. On voit là, par exemple, pendant le confinement, il y a plein d'activités qui auparavant étaient payantes et qui maintenant deviennent gratuites. Il y a des coachs sportifs qui proposent leurs séances de sport gratuitement. Il y a des plateformes, par exemple, de télé, de films, etc., qui proposent gratuitement. Il y a énormément de gens qui proposent maintenant des choses gratuitement. Et donc ça, c'est aussi des points d'appui pour essayer de faire en sorte que, en fait, l'outil de prélèvement, ça soit l'impôt, et que l'outil de redistribution, ça soit les services publics, ça soit les prestations sociales, etc. Mais donc, moi, je pense qu'on a plutôt intérêt, en tout cas, à défendre une augmentation de l'impôt sur les catégories sociales aisées, et de faire en sorte de, petit à petit, essayer d'ouvrir de plus en plus de sphères de gratuité, de sphères d'universalité. Voilà. Et après, pour te dire si on gagne ou non sur ce sujet, là, on a quand même un gouvernement néolibéral qui essaie de remettre en cause tout le système de retraite, notamment les caisses de retraite, etc. Non, on est clairement menacé. Après, sur le sujet même de l'universalité, je ne saurais pas te dire. Il faudrait demander peut-être à des gens qui travaillent vraiment dans les mutuelles, dans les CAF et tout ça, ce qu'il en est, quoi. Il y a Joël qui a une question. Et bonjour. Moi, j'ai une question qui m'a toujours taraudée.
au sujet de l'universalité et le principe sous lequel on est normalement gouverné. D'abord, sur le principe d'un salaire universel ou d'une prestation universelle qui permettrait à chaque Français d'avoir un revenu décent pour vivre. Est-ce qu'on a interrogé la façon dont on budgétise la chose, comment on le finance? Ça me paraît important. Et puis, je laisse la parole juste en apportant un élément d'information avant, concernant la redistribution, par exemple, de prestations familiales. Il y a des études du CNRS corroborées par, je dirais, des expériences de juristes qui ont détecté qu'en fait, la politique de l'indu, je suppose que vous savez ce que c'est-à-dire que quand la caisse d'allocation familiale, par exemple, estime qu'elle a trop versé un bénéficiaire en révisant presque ses calculs ou en faisant un contrôle, est une technique pour pouvoir récupérer ce qui est donné d'un côté et récupérer de l'autre. Et il y a eu en 2009 le statut des auto-entrepreneurs qui a posé beaucoup de problèmes parce que du coup, ces gens qui essayaient de s'en sortir en se mettant à leur compte sont sortis du système de la CAF pour tout ce qui est allocation logement. Et ça a posé d'énormes problèmes. Donc, je voulais attirer l'attention sur ça, c'est-à-dire que le système lui-même peut être pervers dans le sens où la lecture et l'ignorance des gens font qu'on peut reprendre ce qui est donné d'un côté. Voilà. Ok, pour la partie sur le financement, comme je mettais dans le chat, on va en parler dans la deuxième partie. Où Camille va vraiment présenter tous les contours et rouages du revenu de base. Il y avait Béatrice qui avait une question. Oui, bonsoir. En fait, peut-être que ça va être après. Moi, j'étais allée, ça fait déjà plusieurs années, à une soirée sur le revenu de base de présentation. Et j'avais trouvé ça super intéressant. On avait commencé par définir ce qu'était le travail, ce qu'est un travail. Donc, en fait, on s'apercevait que le travail n'est pas simplement le travail rémunéré. Une femme au foyer effectue un travail, que le bénévole dans une assoce fait un travail. Et bon, je vais pas venir sur le financement puisqu'après vous allez le présenter. Et en fait, les études à l'époque étaient que si on mettait le vrai revenu de base en place, c'est-à-dire qu'à partir de la naissance, pas uniquement pour des jeunes de 18 à 26 ans, eh bien, la majorité des gens sondés continuaient à travailler ou diminuaient un peu leur temps de travail. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et après, pour le financement, je vous laisse présenter. Ah, je crois que tu as fait une mauvaise manip, Béatrice, vu que tu as partagé ton écran avec nous. Je crois que tu as un petit bouton en haut rouge avec marqué arrêter le partage, si jamais ça t'intéresse. Ok, si ça vous dit, on enchaîne sur la partie revenu universel, revenu de base avec Camille. Béatrice, si tu peux juste essayer de sortir du partage d'écran parce qu'on peut plus voir. Je ne sais pas si moi je peux le faire. Mais vas-y Camille. Ouais, je vais essayer. En tout cas, j'ai pu quitter le mode plein d'écran chez moi. Ouais, du coup, vous avez déjà évoqué pas mal de points. C'est intéressant, ça fait déjà une introduction intéressante sur le revenu de base. La question de l'universalité, elle est effectivement super importante et on aura peut-être l'occasion d'en reparler ou à travers vos questions. Du coup, moi, je suis membre du Mouvement français pour un revenu de base. Donc, c'est une association qui a été créée en 2013. Et donc, nous, on rassemble à peu près 500 adhérents qui militent pour le revenu de base avec différentes formes. En fait, on est un mouvement transpartisan qui, du coup, a pour vocation de faire vivre le débat autour de différentes formes de revenu de base, sachant qu'on s'accorde sur une définition que je pourrais vous dire après. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de pouvoir avoir un espace de débat pour faire
voilà, vivre différentes propositions. Nous, on ne s'arrête pas sur une version spécifique du revenu de base, mais sur des principes philosophiques sur lesquels on est d'accord. Et après, les applications qui peuvent être différentes. Donc, nous, on a vraiment vocation à susciter cette réflexion et ce débat-là. Donc, je suis ravie de le partager avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Du coup, c'est vrai que c'est une idée qui est assez reprise aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'avec la crise, en plus de tous les risques sanitaires, il y a aussi des risques économiques, évidemment, et sociaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent des revenus, que ce soit partiellement ou totalement. Et donc, la question d'avoir justement un socle ou un filet de sécurité, elle revient. Alors évidemment, il aurait été plus simple de l'avoir avant, plutôt que de se poser la question un petit peu en urgence maintenant. Mais en tout cas, nous, on est très contents que le sujet revienne. Après, ça pose effectivement pas mal de questions sur est-ce qu'on doit mettre en place en urgence un revenu de base sans avoir forcément réfléchi collectivement à la façon dont on le met en place, dont on le finance, à ses objectifs. Donc, est-ce qu'on le met en place en urgence et puis on verra après pour la suite, ou alors est-ce qu'il vaut mieux attendre des conditions plus propices pour en débattre démocratiquement, etc. Donc là, il y a différentes versions qui cohabitent. Nous, on n'a pas de positionnement tranché. Ce qu'on dit, c'est que principalement, ce qui est important, c'est que il y a une urgence sociale, il y a une urgence sanitaire à laquelle il faut répondre. Il y a des gens qui sont dans le besoin et qui vont être vraiment en situation très compliquée, qu'il faut soutenir dès maintenant, mais qu'il faut quand même avoir une optique de long terme et que la justice sociale, elle s'envisage aussi dans le long terme et que les transformations, elles ne sont pas seulement dans une réponse à l'urgence, quoi. Donc pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ne fasse pas une mesure de pansement en fait, à la situation de crise actuelle, mais qu'on soit vraiment dans une démarche de construction de long terme avec un projet de société éventuellement, en tout cas avec une vision durable du revenu de base. Et du coup, on a publié dans ce sens-là une tribune dans Politis cette semaine dernière que vous pourrez lire du coup sur Internet. Et qui a été co-signée par une quarantaine de personnalités et d'organisations, donc avec des organisations comme les Amis de la Terre, le mouvement Utopia, le mouvement des chômeurs et des précaires. Et donc, il y a beaucoup de structures maintenant qui en parlent et qui le mettent dans leur programme ou dans leurs revendications, parce qu'on sent qu'on est vraiment en train d'y venir. Et donc, la question, c'est voilà, comment est-ce qu'on va faire ça? Et là-dessus, tout le monde a un petit peu son avis. Et donc, c'est intéressant que le débat puisse vivre par rapport à ça. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu les grands principes de l'idée, avec des critères que nous, on juge importants. Et ensuite, on parlera des concrétisations possibles. Je vous parlerai aussi des expérimentations. Et puis après, on pourra débattre aussi parce que je suis sûre que vous avez plein de questions. Elles ont déjà commencé à arriver. Donc, le revenu de base, donc c'est une idée qui est assez ancienne, donc qui est vraiment le principe de verser un revenu à tous les citoyens, sans condition et sans contrepartie, avec clairement, je reviendrai sur les justifications après, mais clairement une visée d'émancipation, de pouvoir repenser justement le travail et les formes de travail et d'activité, de repenser aussi son rapport au temps, de se réapproprier son temps. Il y avait un philosophe qui s'appelle Yolande Bresson. J'aimais bien sa formule, il disait que c'était un peu comme si on avait un jeu de cartes et comme si le revenu de base permettait de mettre un as en fait, dans les mains de tout le monde. Donc, on a tous un jeu différent, mais on a tous un même as avec lequel on part dans la vie. Donc, c'est une façon de reconnaître aussi d'emblée que voilà, on est citoyen de ce pays-là, de cette région-là, et on a le droit de vivre dignement et d'avoir des conditions décentes de vie. Donc, le revenu de base pourrait permettre ça. Donc, pour nous, il y a 6 critères principaux pour le revenu de base, 6 critères sur lesquels nous, on ne transige pas, on va dire, qui sont un petit peu la base de notre réunion dans ce mouvement-là. Donc, c'est assez simple. Hein, quand on connaît le revenu de base, c'est vraiment des choses qui sont communément admises, mais ce n'est pas forcément toujours facile de les retrouver dans les propositions politiques, par exemple, comme Mathilde l'a dit. Donc, tout d'abord, le revenu de base, il serait individuel. Donc, ça, c'est important parce qu'on ne considère pas qu'il serait versé à un foyer. Quasimodo qui... Quasimodo, c'est facile. Marjo, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Oui, c'est bien, ça fait des petites incursions aussi. Allô. Du coup, voilà, donc le revenu de base serait versé de façon individuelle. Donc là, il n'est pas basé sur la... entendu sans arrêt, c'est trop long. Marjo. Vous pouvez les muter? Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est bon. C'est bon, ça y est, super.
On te donnera la parole après, Marjo. Du coup, donc il n'est pas versé à la structure du foyer. Peu importe qu'on soit en couple, seul ou avec une famille de 5 personnes, il est vraiment attribué à chaque personne. Et ça, c'est important aussi sur la dimension de dignité humaine, en fait, de reconnaître le droit de chaque personne et son existence en tant que telle, et pas en fonction de son conjoint, sa conjointe, ses enfants, etc. Donc ça, c'est vraiment un critère important. Ensuite, il est universel. Donc ça, c'est aussi super important, comme on l'a vu. C'est parfois une des conditions qui est un petit peu zappée dans les débats, parce que le but, c'est que vraiment tous les membres de la communauté le reçoivent. Donc, qu'on soit riche ou pauvre, peu importe la situation, peu importe les revenus, les professions ou pas, vraiment tout le monde le reçoit. Et c'est pas seulement des chômeurs, des personnes précaires ou des personnes situation X ou Y, c'est vraiment tout le monde le reçoit sans distinction. Il est aussi inconditionnel. Donc ça, c'est peut-être l'un des points, je pense même plus que l'universalité, qui est difficile à admettre. C'est-à-dire qu'il est versé sans aucune condition et il n'y a pas de contrepartie. En fait, il n'y a pas de contrepartie requise pour recevoir ce revenu de base. Il est versé automatiquement et on ne va pas demander à quelqu'un en échange de faire un service obligatoire ou de faire du bénévolat obligatoire, par exemple. Voilà, il n'y a pas besoin de remplir des conditions pour le recevoir et il n'y a pas non plus de contrepartie à faire en échange. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça implique pas mal d'autres choses aussi. C'est un peu en lien avec l'universalité, mais c'est que du coup, comme tout le monde le reçoit et qu'il n'y a pas de conditions, c'est beaucoup plus simple en termes de gestion dans la façon d'attribuer le revenu de base. Il n'y a pas de contrôle non plus, parce que c'est aussi des coûts de gestion assez importants, hein, comme le RSA, de savoir qui a droit et qui n'a pas droit, etc. Donc le fait qu'il n'y ait pas de contrôle ou de personnes dont le boulot est de dire bah, toi tu as droit, toi tu n'as pas droit, et je vais vérifier si tu as droit ou pas. Donc ça, c'est vraiment des points qui peuvent aussi permettre d'avoir des économies, en fait, des coûts indirects, en fait, des bénéfices indirects, pardon, par rapport au revenu de base. Donc ça, c'est vraiment les 3 critères principaux, je dirais, donc universel, individuel et inconditionnel. Et après, il y a 3 autres critères que nous, on met aussi en avant. Donc c'est un critère dans le sens qu'il est cumulable avec d'autres revenus. Donc on peut avoir aussi d'autres revenus complémentaires en parallèle. C'est aussi qu'il est permanent. Donc nous, on milite vraiment pour un revenu de base de la naissance jusqu'à la mort. Donc pas à partir de 18 ans, mais vraiment à partir du moment où on a le droit à ce revenu de base. Et aussi qu'il est inaliénable. Donc ça veut dire que c'est un droit pour tout le monde et qu'on ne peut pas nous le retirer. On ne peut pas en être dépossédé. Donc il y a évidemment des aménagements qui peuvent être possibles, par exemple dans le cas de personnes qui sont en détention. Voilà, il y a peut-être des choses à aménager, de les mettre sur un compte ou de les réinvestir autrement, mais en tout cas, ça c'est vraiment un critère important aussi. C'est vraiment attaché à la personne, on ne peut pas lui enlever. Voilà un peu par rapport à ces critères-là. En tout cas, ce qui est vraiment important pour nous aussi dans le mouvement, c'est que le revenu de base doit améliorer la protection sociale. Il n'est pas là pour détricoter tout ce qu'on a dit avant et détricoter le système qui est très utile et quand même efficace par rapport à d'autres pays. On veut vraiment que le revenu de base le complète et l'améliore. Donc c'est pour ça qu'en ça, nous, on se distingue un petit peu de certaines propositions où le revenu de base ferait un peu fi de toute protection sociale. Voilà. Donc il est vraiment là aussi, notamment pour aider les personnes les plus précaires, mais pas que. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel nous, on a souhaité apporter une vigilance pour justement dire, attendez, c'est pas n'importe quel revenu de base, c'est vraiment important de pas tout rayer, en fait, sous prétexte qu'on met un revenu de base. Voilà. Donc, le revenu de base, c'est vraiment... Moi, je le vois vraiment comme un filet de sécurité, en fait. C'est vraiment un outil qui permettrait d'avoir des parcours de vie plus adaptés avec ce qu'on a envie de faire. On sait très bien qu'aujourd'hui, les parcours de vie ne sont pas toujours linéaires. Des fois, on fait une formation, on s'arrête, on reprend plus tard. Des fois, on ne bosse pas. Des fois, on reprend le boulot un peu plus tard. On élève des enfants. On a une maladie. Et en fait, il y a plein de moments dans la vie où on n'a pas forcément de socle justement financier, ou des moments où on veut investir par exemple dans un projet et on n'a pas de garantie d'avoir un revenu pendant X mois ou X années. Et le revenu de base permettrait justement de faciliter
ce genre de parcours et de pouvoir se dire que de toute façon, il y aura ce socle, ce filet de sécurité qui me permet d'avoir quand même une vie décente et de pouvoir vivre quand même, quoi. Soit de vivre simplement, de subvenir à mes besoins, ou alors d'investir dans un projet, d'oser prendre des risques aussi, parce que c'est vrai que quand on est un peu le couteau sous la gorge à devoir trouver un boulot absolument pour pouvoir manger, on n'a pas forcément envie de prendre de risques, d'essayer de nouvelles activités, de nouveaux métiers, etc. Donc pour moi, c'est vraiment ce filet-là qui est super, super important. Et voilà. Donc, il y a plein de justifications possibles pour justifier un revenu de base. Et je voulais un petit peu savoir, vous, quelle justification un peu vous verriez au revenu de base? Pourquoi est-ce qu'on devrait instaurer un revenu de base selon vous? Alors, Si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat. je crois qu'il y avait Didier qui avait une question. Ouais. Oui, quelques petites questions très rapides, hein, 3 questions. Donc, dès on serait susceptible d'en bénéficier. Donc, si c'est le cas, ça serait bloqué jusqu'à la majorité. Quel serait, selon toi, le montant de ce revenu? Et puis, 3e question, c'était est-ce que ce revenu est intégré à l'assiette imposable des ménages? Alors déjà sur le premier point, qui n'est pas forcément une question, mais je le précise quand même, sur le fait qu'il soit versé aux enfants ou pas, il y a différentes options. Ça, c'est pareil, c'est pas déterminé. En fait, il y a plein de choses qui sont pas forcément déterminées, mais qui dépendent de ce qu'on voudra en faire collectivement. Donc, il y a des personnes qui disent que l'argent doit revenir aux parents pour s'occuper de l'enfant tout au long de sa jeunesse. Et d'autres personnes qui disent qu'il faut que ça soit sur un compte bloqué auquel la personne accède à la majorité. Bon, il y a différentes possibilités, en tout cas, par rapport à ça. Sur la question du montant, en règle générale, il y a une différence entre les montants pour les mineurs et les montants pour les adultes. C'est pareil, c'est très variable. Bon, le montant, on va y revenir un petit peu après, mais ça peut être en général la moitié, par exemple, du revenu de base qui est versé aux enfants. Donc, ça peut être entre 500 et 1500 euros. Il y a différentes propositions qui ratisse un petit peu ce spectre-là, mais c'est pareil, j'y reviendrai un petit peu après. Et sur la dernière question, moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Du coup, moi, je suis une militante et du coup, je ne connais pas forcément tous les rouages des questions de financement et d'impôts. Donc, j'avoue, je ne peux pas te répondre là-dessus, mais je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui pourraient. En tout cas, sur notre site, il y a des informations aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions là à ce stade. Oui, moi, j'ai une question. Ouais. C'est par rapport à l'argument de dire, moi ce que j'ai entendu contre le revenu universel, c'est de dire oui, mais c'est une crainte. Si on met un revenu universel, les gens vont arrêter de bosser et en gros, il y a une part de ces gens qui vont bosser pour les autres. Alors moi, ce n'est pas ma façon de le voir. Je pense qu'au contraire, il pourrait y avoir plus de bénévolat, plus associatif, mais on peut me rétorquer que c'est une vision très idéaliste de la société. Il y en a au contraire qui vont vraiment profiter pour rien faire. Alors, quels arguments, quelles preuves surtout, est-ce qu'il y a des études qui ont montré au-delà d'un sondage, parce qu'entre ce que les gens font et ce que les gens disent, il y a une très grosse marge. Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites dans d'autres pays ou territoires et des preuves que, en fait, quand on donne un revenu, les gens ils font pas juste rien ou que des trucs au crochet du reste de la société? Ouais, il y a beaucoup d'éléments à répondre par rapport à ça. On rentre dans le dur. Alors, déjà, il y a effectivement des sondages qui sont parus là-dessus qui disent que les gens continueraient massivement, en tout cas, à travailler. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'est-ce que le travail, quelles activités on met derrière et qu'est-ce que ça veut dire arrêter de travailler. Moi, je suis plutôt persuadée que personne n'arrêterait complètement de faire quelque chose. Là, on voit bien avec le confinement, peut-être que pendant 15 jours, 3 semaines, on va rien faire, se dorer la pilule et lire des bouquins, mais en fait, on a tous envie de faire des choses, que ce soit même se cultiver, s'occuper d'un jardin, s'occuper des enfants, c'est aussi des activités qui sont valorisables. Et donc, voilà, il y a déjà cette question de qu'est-ce que c'est le travail, qu'est-ce que ça veut dire arrêter de travailler complètement. Ensuite, il y a le point que il y a déjà une partie des gens aujourd'hui qui sont dans cette situation où ils ne sont pas forcément en activité, qui bénéficient des aides sans forcément contribuer. Moi, je ne pense pas que le revenu de base augmenterait en fait ce chiffre-là. Je pense qu'il y a toujours une portion de la population qui effectivement ne joue pas forcément le jeu, entre guillemets, mais que ce n'est pas forcément sur ça qu'il faut se baser pour ne pas mettre en place une mesure
qui serait aidante pour le plus grand nombre, je dirais. Et enfin, il y a notamment l'expérience en Finlande qui a montré que ça ne changeait pas tant que ça, en fait, les modalités de travail, en fait, et que les gens n'avaient pas déserté leur activité. Après, c'est toujours compliqué avec les expérimentations, et j'y reviendrai, c'est que c'est forcément partiel et les gens reçoivent le revenu de base pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas suffisamment pour qu'on puisse voir des vrais changements, en fait, sur leur choix d'activité. Donc, une expérimentation ne pourra pas dire oui, les gens ont complètement arrêté de travailler ou non, parce qu'en fait, quand tu sais que tu l'as que pour 1 an, tu ne feras pas les mêmes choix que si tu l'as pour toute ta vie, quoi. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est aussi une vision, quand on dit ça, c'est aussi une vision de se dire, tout le monde va être oisif. Et il y a une partie des gens qui vont rien faire et une partie qui va travailler. Moi, je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça, en fait, et beaucoup plus complexe. Il y a peut-être des périodes où on va moins travailler, d'autres où on va le faire plus. Et ça vraiment, ça évolue. Et je pense que l'idée, c'est d'arriver à être dans une optique ouverte. Et vraiment, enfin, moi, c'est un des points qui me touche le plus dans le revenu de base, c'est la question de la confiance. C'est de se dire, je prends le pari, c'est pas forcément facile, mais je prends le pari de dire, j'ai confiance dans ce que les gens vont en faire. Et à nous de mettre aussi peut-être des cadres et des accompagnements en place pour que les personnes s'en servent pour évoluer eux-mêmes, pour faire évoluer la société. Enfin, voilà, moi, je pense que la question de la confiance, elle est vraiment importante. Et c'est pareil sur les fonctionnements collectifs. À un moment donné, si on veut faire des choses ensemble, il faut qu'on ait confiance les uns avec les autres. Et donc là, c'est un peu la même chose à plus grande échelle. Si je peux ajouter juste une petite chose, si tu me permets, Camille. Oui, vas-y, bien sûr. C'est que je pense qu'il ne faut pas raisonner à cadre constant aussi sur le rapport au travail. Notamment, on est quand même dans un chômage de masse où on voit bien que si le chômage recule, c'est juste parce que les conditions pour pouvoir avoir le statut de demandeur d'emploi se complexifient, mais qu'en réalité, il y a de plus en plus de chômeurs. Et donc, du coup, le fait de dire il y en a qui travaillent et puis les autres ne travaillent pas et vivent un peu au crochet de la société, en fait, à l'heure actuelle, le système ne permet pas de permettre le plein emploi, ou en tout cas un niveau d'emploi suffisamment partagé pour que tout le monde puisse être inséré dans ce marché. Et la deuxième chose, c'est notamment un peu l'esprit idéologique que Benoît Hamon avait essayé d'infuser dans sa campagne présidentielle. C'était l'idée en fait aussi que le travail est en train de se raréfier, notamment dû au progrès technologique, etc. Mais que tu as vraiment des études de l'OCDE qui montrent que il y a 70% des tâches qui sont aujourd'hui réalisées par des gens qui sont en fait automatisables. Et donc, petit à petit, on mise, je crois que c'est à l'horizon 2025, c'est 3 millions d'emplois qui vont disparaître du fait des nouvelles technologies, etc., du progrès technologique. Et que notamment, toutes ces machines-là, les métiers qu'elles menacent en particulier, c'est 40% des travailleurs qui n'ont pas le niveau baccalauréat. Donc, on voit bien qu'il y a une inégalité aussi dans le remplacement de l'homme par la machine et le fait que c'est forcément les personnes qui sont moins diplômées, etc., qui vont être les premières à se retrouver au chômage. Mais, en tout cas, ça montre une chose, c'est que le besoin de travail, il diminue. Et donc, ça peut justifier aussi le fait de dire en fait il faut qu'on partage davantage le travail et donc il faut qu'on sorte de la centralité du travail et donc il faut, pour sortir de la centralité du travail, il faut un revenu complémentaire, un revenu universel par exemple. Il y a Geneviève qui avait une question aussi. Ouais, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait le comparer à un créditant? Enfin, se dire, on le pense comme un créditant. Dès la naissance, on reçoit un salaire universel et on le touche au moment où on le prend, au moment où on en a besoin. Et en fait, je me dis comment on peut le vendre, comment on peut Ouais, justement, je vais arriver aux justifications après. Moi, je ne connais pas très bien le créditant. Je ne sais pas si Mathilde t'aura après des contributions. Les gens ont des créditants dans le travail. Au lieu de prendre des vacances, ils peuvent créditer du temps avec les journées. C'est juste en fait le créditant, c'est une manière de jour en fait qui devrait
qui sont payés mais qui devraient ne pas être travaillés, qui sont en fait traduits en salaire pour faire des petites compléments de salaire en fin du mois. Donc en Mais fait, là, c'est tu un peux le peu prendre en comme… temps. Tu peux prendre ton temps. Tu peux le récupérer en temps. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a la réduction du temps de travail qui est une chose spécifique, qui et ensuite l'idée là, c'est parce que tu veux dire que le crédit temps, c'est pas L'idée, quelque c'est chose qui… on a ce salaire, mais qui est comme une forme de bourse de crédit que l'on pourrait utiliser. Ben, je sais pas, moi, j'ai 25 ans, je trouve pas de boulot, et puis j'ai envie de faire quelque chose. Et là, ben, j'ai thésaurisé depuis ma naissance. Je l'ai pas utilisé. Après la différence, c'est qu'avec le revenu de C'est base, l'employeur qui c'est paye. lissé. Oui, alors déjà, c'est décorrélé de l'emploi et de l'employeur, ça, évidemment. C'est vraiment, c'est ça qu'on dit, c'est décorrélé en fait l'emploi et le revenu. L'emploi, enfin le revenu et l'activité. Mais en tout cas, le revenu de base, c'est vraiment lissé sur toute ta vie et c'est aussi à toi après de voir comment tu veux l'utiliser. C'est pas forcément que en temps ou en nourriture, par exemple. C'est pour ça qu'on le donne aussi en argent. C'est qu'à un moment donné, peut-être que tu vas préférer l'utiliser de telle façon plutôt que de telle autre. Voilà. Ouais, Donc, mais pas c'est forcément ça. avoir du temps, mais peut-être avoir de l'argent pour investir dans un projet ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. Mais c'était de le penser comme un sorte de crédit que l'on se fabrique chacune dès le départ. Oui, c'est ça. Si toi, ça correspond à un vocabulaire que tu comprends plus facilement, ça peut être comme ça. Après, ça dépend ce qu'on met derrière crédit, quoi. Ouais, l'idée, c'est pas d'être sur une forme d'accumulation d'un capital, en fait. C'est aussi une forme de… Enfin, c'est comme ça que je le vois. Là, on a quand même des gros problèmes de niveau de ressources de tout un tas de gens, de personnes qui sont en chômage partiel, de personnes qui ont des allocations, notamment l'allocation vieillesse, des personnes qui sont à la retraite, mais le niveau de pension est très faible. Enfin, c'est plus dans l'idée de genre juste pouvoir déjà réélever, en fait, enfin, faire en sorte que tous les Français soient au-dessus du seuil de pauvreté, tu vois. Donc, c'est pas juste le côté genre le luxe de pouvoir se dire bon bah vas-y, je vais pouvoir utiliser cet argent pour faire des projets et tout. C'est plus juste assurer le minimum vital tout en prenant en compte le fait que tout ça est juste dû à une chose, c'est qu'il y a eu un déséquilibre entre la répartition des richesses entre le capital et le travail. Et donc, c'est normal qu'il y ait une forme de revalorisation aussi globale sous la forme de prestations sociales qui puissent être versées. Et alors, j'ai une autre question, en fait, qui est reliée à ce que tu viens de dire aussi, d'ailleurs. C'est, mais peut-être que tu l'as déjà dit, et je l'ai mal compris. Toutes les allocations, comme on les a, nous, en France, elles ne seraient plus versées. J'en ai pas parlé encore, oui. Je vais le dire juste après. Ah, si vous voulez, je vais continuer, puis comme ça, je pourrai répondre à ces questions qui je sens, arrivent en masse. Et alors moi, j'avais une remarque, enfin, ça avait fait un lien avec une étude, enfin, une expérience qui a été faite dans des pays d'Afrique sur le microcrédit et la question de la confiance, où on s'était rendu compte que de donner de l'argent sur des projets, c'était pas forcément une bonne chose et que les gens, ils savent très bien utiliser correctement leur argent quand, en leur faisant confiance, s'ils ont besoin d'argent et qu'ils le demandent. À ce moment-là, on leur donne une enveloppe et ils sont en capacité de savoir comment bien l'employer plutôt que de leur imposer de faire un puits parce que nous, en tant qu'occidentaux, on a choisi que c'était là qu'il fallait que ça se fasse. Et que elle a plutôt besoin de faire un élevage de petites poules pour pouvoir vendre ses œufs sur le marché. Et je trouve qu'il y a un truc un peu similaire avec cette idée de crédit mais je n'arrive pas à trouver le mot. C'est pas salaire de base, c'est revenu de base. Revenu, voilà. Revenu de base, et tu le disais tout à l'heure, penser à l'intelligence de chacun, de chacune et à la confiance que l'on peut avoir. Voilà, ça c'était ma remarque supplémentaire. Oui, clairement. C'est clair. Mais clairement, ça on le verra avec les expérimentations aussi. La question de l'autonomie de l'individu, elle est vraiment, vraiment importante. Et c'est effectivement une des justifications principales. Certains l'ont dit dans le chat, mais le côté émancipation des individus, soutenir justement cette côté autonomie, confiance et
écouter en fait ce qu'on a vraiment envie de faire, les activités choisies plutôt que subies, ça c'est vraiment des choses importantes. Remettre en cause aussi la centralité de l'emploi, la valeur travail, re-questionner un petit peu tout ce que ça veut dire et ce que ça implique dans nos vies en fait. Après, il y a aussi des justifications bien sûr très simples entre guillemets, mais très importantes. C'est éradiquer la grande pauvreté, lutter contre les inégalités. C'est vraiment aussi des raisons d'instaurer un revenu de base. En tout cas, le revenu de base y contribuerait en partie. Il y a aussi toutes les questions de réponse aux enjeux technologiques, à l'automatisation, la robotisation, qui prennent de plus en plus de place. Et du coup, comment on fait quand il y a plein d'emplois qui sont remplacés par des robots, que des personnes se retrouvent au chômage ou en tout cas n'ont plus leur métier pour lequel elles ont été formées, qui doivent se rediriger vers d'autres activités. Enfin voilà, il y a plein de questions que ça pose aussi. Sur des questions aussi de faciliter la transition écologique, je l'ai vu dans le chat. Le fait d'avoir un revenu qui permettrait d'assumer des transitions plus facilement, de pouvoir se diriger vers des activités qui sont plus utiles pour la planète ou moins nocives, de pouvoir désinvestir son argent dans certains boulots polluants ou en tout cas pas nécessaires pour cette transition-là, c'est aussi des points super importants. Et après, il y a bien sûr ces questions de répartir les richesses, le patrimoine commun, essayer de pouvoir mieux répartir ce dont on a hérité aussi il y a bien plus longtemps que nous. Donc, c'est un peu toutes ces différentes justifications-là qui mettent en avant l'importance d'avoir un revenu de base. Aujourd'hui, bien sûr, en temps de crise, mais aussi même en dehors des crises. Il n'y a pas forcément besoin de crise pour avoir besoin de manger, et de survivre et d'avoir des activités qui sont plus épanouissantes. Donc, voilà un petit peu sur des principes généraux. Ouais. Il y avait Didier qui avait une question, mais après, tu peux peut-être passer à la partie d'après. Oui, absolument. Il y a des libéraux du type, comme le philosophe Gaspard Koenig, qui sont favorables aux revenus de base, mais effectivement orientés différemment. C'est-à-dire, ils considèrent un peu, je reste un petit peu général, que ça peut être un moyen d'accompagner ceux qui n'ont pas de travail. Donc, il y aurait dans le choix libéral ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc ça, c'est un petit peu dangereux parce que pour le libéralisme, c'est faire porter à la collectivité, au travers de ce revenu de base, ce que le monde du travail, le système économique ne peut plus apporter en termes de travail. Donc comme vous l'avez souligné les uns les autres, moi je pense que c'est plutôt un support, un complément, c'est-à-dire donner plus de souplesse, plus de liberté, faire des pauses parfois dans sa vie. Parfois on a travaillé 10 années, là on souhaite changer de travail, donc on peut démissionner, par exemple, et puis repartir sur un autre projet. Donc ça me semble beaucoup plus intéressant. Et surtout, il faut que, pour revenir au point de départ, que les gouvernements mettent des garde-fous et que ce ne soit pas des instruments dans les mains des sociétés, des entreprises pour licencier plus facilement en se disant derrière, il y a le revenu de base, donc on fait un peu ce que l'on veut. Donc il faut qu'il y ait effectivement des équilibres pour que ça soit au service des citoyens et non pas que ça se retourne contre eux. Ouais, clairement, je suis vraiment bien d'accord avec vous. Et ça, justement, ça introduit une vraie flexibilité quelque part, mais qui devient au profit des employés ou des salariés ou des freelances, etc. C'est vraiment avoir cette flexibilité-là dans la gestion de son temps, de ses parcours, de sa carrière, et de pouvoir, comme vous disiez, faire des pauses. Mais du coup, c'est une flexibilité, mais qui est complètement soutenue socialement et qui permet de faire ça dans un cadre où on n'est pas à la merci d'un changement de patron, d'un changement de cadre, de législation. C'est vraiment cette flexibilité-là qui est intéressante, avec un vrai filet de sécurité. Et aussi, ça je ne l'ai pas évoqué, mais ça m'a fait penser que le revenu de base permet aussi de renforcer en fait, le rapport de négociation avec les employeurs. Parce que justement, comme on a tous ce revenu de base-là, même les patrons, après, même si on va en reparler, ils contribueront peut-être autrement au financement. Mais en tout cas, on a tous ce revenu de base-là. Et du coup, on est en capacité de dire, attendez, les conditions de travail que vous me proposez là, elles ne sont pas saines, elles ne sont pas bonnes pour mon travail, elles ne correspondent pas à des conditions sanitaires décentes, par exemple. Et du coup, je ne vais pas le faire. Ou alors, on négocie, sinon je me barre. J'ai mon revenu de base et je peux trouver ailleurs ou je peux... en tout cas, prendre le temps de trouver autre chose. Donc, c'est vraiment un rapport de force qui est très différent aussi. Donc, ça va forcément faire évoluer aussi les rapports dans les entreprises et les rapports entre les salariés et les employeurs.
Et ça permet, donc voilà, sur la question de la valeur travail et des activités, le revenu de base revalorise aussi beaucoup des activités qui sont peu valorisées aujourd'hui et qui sont invisibles souvent. Toutes les activités non marchandes, le bénévolat, les parents qui s'occupent des enfants, qui sont au foyer ou le travail avec des personnes âgées. Et ces activités-là qui sont souvent peu rémunératrices ou en tout cas peu visibilisées, elles permettraient d'être beaucoup plus soutenues déjà et puis mises en valeur. Comme on le voit aussi un petit peu aujourd'hui avec le confinement, il y a plein d'activités et c'est souvent des métiers du soin qui sont pas forcément visibles et qui là se retrouvent en fait sur le devant de la scène. Donc c'est vraiment des questions importantes et que le revenu de base vient aussi re-questionner. C'est quoi le travail? Ça veut dire quoi aussi mériter quelque chose, mériter un salaire? Est-ce que tout le monde ne mérite pas en fait d'avoir des conditions de vie décentes? Cette question du mérite, c'est aussi quelque chose auquel il faut réfléchir et un petit peu la remettre en cause aussi, quoi, parce qu'on est tous là pour accomplir des choses, on a tous des envies et c'est pas forcément en ayant un travail acharné et forcé dans une certaine ligne qu'on sera reconnu non plus, quoi. Donc il y a plein de nouvelles formes surtout aujourd'hui qui existent pour être reconnu, pour avoir des activités, pour exister, quoi, et qui du coup pourraient être plus facilement mises en valeur avec un outil comme un revenu de base, quoi. Il y a quelqu'un qui veut intervenir avant de partir. Jean-Philippe. Oui. Non, c'est une simple interrogation, en fait. Merci déjà pour tout cet exposé, c'est super intéressant. En fait, là, je vois les choses qui défilent par rapport à la question qui est évoquée ce soir, c'est qui est-ce qu'on taxerait d'un côté en termes d'activité pour pouvoir fournir ce revenu universel. Donc, c'est effectivement une des questions, je pense. L'autre qui est un peu lié à ce que j'ai entendu de Gaël Giraud cet après-midi, c'est de se dire que si, en tout cas sur les temps qui viennent, la crise est si conséquente, notamment pour le capitalisme, la question du revenu universel, je ne sais pas comment elle se posera si, par exemple, c'est l'État qui devient employeur en dernier ressort et qu'on a une économie qui s'écroule complètement et que, en fait, toutes ces grandes activités aujourd'hui en tout cas contre lesquelles on se bat dans le libéralisme, si elles perdent leur marché action parce qu'il s'écroule, si tout ce qu'on parle de plateformes numériques, tout ça finalement, ça n'a pas lieu parce que l'économie s'écroule vraiment. Je ne sais pas comment un revenu universel finalement, il s'inscrit là-dedans. Enfin, c'est vraiment lié à un cadre qui pourrait vraiment être différent. Si on repart vers l'agroécologie, je ne sais pas si on a besoin de revenu universel si l'État devient employeur en dernier ressort. Enfin voilà, c'est un peu embrouillé ce que je vous dis, c'est juste que je trouve que ce qu'on pose là est très intéressant, mais dans un cadre qui est celui du libéralisme tel qu'on le connaît, quoi. Ouais. On voit bien, avec la crise, on voit bien par exemple que les grands gagnants, c'est quand même beaucoup les GAFA, ce que Google, Amazon, etc. Donc pour l'instant, l'économie du numérique marche et on n'est pas encore en situation d'effondrement complet. Donc effectivement, la question pour l'instant reste dans un cadre entre guillemets comme aujourd'hui. Après, s'il y a un peu plus d'effondrement, on dirait davantage de systèmes, je pense que le revenu de base pourrait peut-être se transformer plus en accès en fait gratuité ou accès à des services et des biens essentiels, peut-être sous forme soit de gratuité, soit après d'autres choses à imaginer. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça, notamment sur la dotation d'autonomie. Il y a un collectif sur la décroissance qui travaille sur ça. En fait, ce serait de verser en partie en monnaie locale ou avec des biens et des services essentiels. Ces besoins en fait nécessaires, quoi. Donc il y a des formes à imaginer. Effectivement, nous, le revenu de base c'est sous forme monétaire parce que c'est ce cadre-là qu'on a aujourd'hui. Évidemment, ce qui compte derrière, c'est des principes que tout le monde a accès à une vie digne, quoi. Donc le revenu de base se transforme en carotte et en pommes de terre, très bien, mais on sera dans d'autres complexités à gérer à ce moment-là aussi. Bon, merci en tout cas et bonne soirée. Merci. Du coup, si vous voulez, je vais parler un petit peu des questions de montant, de financement. Peut-être déjà sur le lien avec les autres aides, parce qu'il y avait des questions qui étaient posées. Le revenu de base, en fait, pour nous, en tout cas dans le mouvement français pour un revenu de base, il doit être, donc, comme je disais, une amélioration de la protection sociale. Donc, il ne doit pas venir notamment au détriment des personnes les plus précaires. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il doit remplacer certaines aides, comme par exemple le RSA, les primes d'activité,
allocation pour les enfants, des aides comme ça. Mais par contre, il doit se compléter avec d'autres aides comme potentiellement le chômage, les allocations adultes handicapés. Après, il y a des questions qui subsistent comme la CAF, par exemple. Est-ce qu'on intègre ou pas la CAF dans le revenu de base? Là, il n'y a pas de débat tranché, je dirais. Ce sera aussi à nous d'en débattre collectivement et au moment de prendre la décision, de le discuter. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas faire feu de tout bois avec ce revenu de base quand même, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment différentes versions, mais que nous, on soutient le fait qu'il doit améliorer l'existant. Donc, voilà. Une partie des aides serait donc intégrée dans ce revenu de base-là, mais pas toutes. Voilà. En tout cas, pas celle du chômage, des allocations spécifiques, de la retraite. Voilà. Après, ça dépend aussi du montant, évidemment. Si le montant est très élevé, peut-être qu'il faut repenser le système des retraites aussi, parce que ça a peut-être moins de sens d'avoir un revenu de base plus une retraite si déjà il est conséquent. Donc, c'est pareil, ça dépend aussi de ces questions-là. Et justement, sur le montant, peut-être que vous pourriez dire dans le chat un petit peu quel montant vous imagineriez ou quel montant minimal serait nécessaire, selon vous, pour qu'on puisse subvenir à des besoins de base. Je serais curieuse de savoir un petit peu quel montant vous verriez, vous. Et je parle du financement après. 1 000 €, qui dit mieux? 1 200, ah, ça monte. Ouais. Donc c'est ça, en fait, ce qui est vraiment important par rapport au montant, c'est qu'il n'y a pas une réponse en fait définitive. Ça dépend d'une part de votre mode de vie. Est-ce que vous avez choisi d'être dans une forme de sobriété ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de beaucoup dépenser? Est-ce que vous habitez en ville ou à la campagne, à Paris ou en province? Il y a plein d'éléments en fait qui rentrent en compte dans la question du montant. Donc, on ne peut pas définir ce sera ça ou ça. Il y a des personnes qui ont théorisé différents modèles. Donc, comme je disais, grosso modo, ça irait entre 500 et 1 500 €. C'est un peu le spectre possible, sachant que plus on élève le montant, plus forcément il va falloir aller trouver des sources de financement soit plus diversifiées ou soit plus importantes. Et du coup, quand on parle du financement, il y a plusieurs choses importantes à prendre en compte. C'est que d'une part, il ne faut pas oublier, il ne faut pas parler en termes de coûts bruts. Le but, ce n'est pas juste de dire alors 800 € fois 60 millions de personnes fois 12 mois. Il y a des coûts, en fait, des bénéfices qui vont être indirects, notamment, par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais sur la question du contrôle par rapport au RSA. Donc ça, a priori, on n'en aura plus besoin quand on aura un revenu de base. Du coup, ce genre de gains indirects de gestion, d'administration, de contrôle, ils vont normalement disparaître. Il y a aussi plein d'autres bénéfices indirects qu'on voit dans les expérimentations, tout ce qui est réduction, par exemple, des violences, taux de criminalité, une meilleure santé. Les gens vont beaucoup moins chez le médecin quand ils ont un revenu de base. Du coup, il y a plein de bénéfices comme ça qui ne sont pas forcément faciles à comptabiliser, mais qui sont quand même à prendre en compte dans une logique de long terme. Ça dépend aussi, bien sûr, au niveau du coût des aides qui sont supprimées ou pas. Donc, voilà, ça c'est pareil, ça change beaucoup de choses. Ce qu'on sait grosso modo, c'est qu'aujourd'hui, sans changer fondamentalement le système, on pourrait financer un revenu de base à la hauteur du RSA, grosso modo, autour de 500 €. Donc, sans ajouter de financement supplémentaire. Donc, ça, on pourrait déjà faire ça aujourd'hui, simplement en simplifiant le système social et fiscal actuel. Donc ça a déjà été démontré. Et donc après, pour augmenter le montant de ce revenu de base, il y a différentes possibilités. En fait, ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a vraiment une pluralité d'approches possibles et que le but, c'est peut-être de se baser aussi sur cette diversité-là et pas de miser sur une seule forme de financement. Donc, il peut y avoir, par exemple, ce qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, tout ce qui est impôt sur le revenu et sur le patrimoine, sur la propriété du capital. Il y a tout ce qui est aussi taxation sur les produits financiers, sur les GAFA, comme on dit tout à l'heure. Et après, si on veut une visée plus écologique, ça peut être les taxes sur les produits polluants, par exemple. Il y a aussi des personnes qui parlent de réformer la TVA. Il y a aussi tout un courant, donc ça, c'est aussi des approches de prélèvement obligatoire. Il y a aussi des approches qui évoquent tout ce qui est création monétaire, en fait. Donc, soit la création d'un dividende universel. Alors, c'est un peu complexe et je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais en tout cas, c'est la création d'un dividende universel par création monétaire simple.
comme on en parle un petit peu avec la Banque centrale européenne, fait de la création monétaire, mais pas à destination de l'économie réelle et des citoyens. Mais en tout cas, voilà, c'est faire de la création monétaire pour pouvoir financer une partie d'un revenu de base. Et donc, on sait qu'on pourrait voilà, financer une partie aussi comme ça. Donc ça, c'est vraiment les pistes principales qu'on peut creuser voilà, sur notre site revenudebase.info. Il y a toutes ces méthodes-là qui sont évoquées. On a aussi publié un livre sur ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent en ligne. Et moi, ce n'est pas ma partie la plus... Enfin voilà, je ne suis pas forcément hyper bonne en économie. Du coup, je n'irai pas forcément trop loin là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a des choses qui ont été pensées et il y a des différentes sources qui sont possibles pour pouvoir augmenter le montant du revenu de base. Et ce qui est important de se dire, c'est que le mode de financement va dépendre aussi de l'objectif du revenu de base. S'il est, par exemple, mis en place pour faciliter la transition écologique, eh ben, on va choisir un mode de financement plutôt en lien avec ça. Donc des taxes sur les produits polluants, par exemple, sur les produits financiers, des choses comme ça. Donc ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on veut en faire, et qu'est-ce qui est évidemment disponible à ce moment-là. Et c'est bien sûr une question de volonté politique. Hein. Là, on a bien vu que quand on veut trouver 300 milliards, on les trouve. Donc, c'est aussi à un moment donné une question de dire, bon, bah, on considère que ce droit fondamental pour les humains, il est essentiel à mettre en place maintenant et on va trouver l'argent parce qu'on sait que c'est possible, quoi. C'est juste des choix et des positionnements politiques, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions un peu sur ça? Question sur le chat par rapport à l'inflation. Ouais, l'inflation, une question un peu compliquée aussi, mais grosso modo, donc il y a déjà le revenu de base peut évoluer. Hein, il est bien sûr, il n'est pas forcément stable pendant 10 ans, ce sera le même montant. Il peut aussi évoluer en fonction de l'évolution des prix aussi. Donc il y a cette partie-là. Il y a aussi des personnes qui disent que aujourd'hui, on n'est pas dans une situation d'avoir trop d'inflation, mais potentiellement d'en avoir pas assez. Donc, c'est potentiellement une façon de voir les choses d'un autre angle et que dans tous les cas, on n'en est pas encore du tout au point où on aurait trop d'inflation. Pardon. Et que du coup, il y a des méthodes qui pourraient être mises en place pour essayer de la limiter. Voilà, c'est pareil, c'est pas forcément ma partie, donc il y a des articles qui ont été écrits sur le sujet, je pourrais aussi vous en communiquer. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai pu en entendre, c'est pas un souci majeur, quoi. Et après, sur la question de la consommation, moi, je pense que, en fait, peut-être que le revenu de base, au départ, permettrait à des personnes qui n'ont pas forcément accès à la consommation, comme d'autres, parce qu'ils sont plus en situation de précarité, peut-être qu'à ce moment-là, ils choisiraient de l'utiliser pour consommer davantage ou par exemple, avoir une télé si ils n'en avaient pas, ou voilà, se mettre un petit peu au niveau un peu plus... décent, je ne sais pas si avoir une télé c'est décent, mais en tout cas avoir voilà, un niveau de vie qui soit plus acceptable. Mais après, c'est pas forcément dit que tout le monde consommerait beaucoup plus. Je pense qu'il faut aussi le voir sur du long terme. Je pense qu'il y a une évolution des mentalités qui va se faire aussi et ça va forcément repenser la façon dont on fonctionne ensemble, dans les activités qu'on choisit et comment on consomme. Et j'espère qu'avec par exemple cette crise qu'on voit là, qu'à la fin de la crise, tout le monde ne va pas forcément se ruer sur les magasins pour reconsommer pareil qu'avant. Je pense qu'il faut aussi accompagner ces changements-là et en fait se dire qu'on peut consommer autrement, qu'on peut faire des choix différents. Et sur le long terme, je pense qu'on peut tous faire des choix différents, quoi. Ne pas juste se ruer sur des objets de consommation. Il y avait Catherine qui avait une question. Et on peut aussi choisir de taxer certains produits en plus, quoi. Et avec le système des monnaies locales aussi, le système des monnaies locales, ça permet aussi de recentraliser l'économie et de pouvoir justement mettre l'accent sur l'achat de produits locaux, de première nécessité, et moins sur des produits de consommation autres. Oui. Oui, je m'excuse, peut-être que ça a déjà été évoqué, puis que j'étais peut-être pas complètement assez attentive, mais est-ce qu'il y a déjà eu des expérimentations, en fait, en micro-sociétés ou dans certaines régions ou pays? Et avec quel résultat? Oui, ben, merci, ça fait une petite transition parce que c'était un peu le point d'après. Il y a effectivement eu pas mal d'expérimentations, en fait. Donc, je vais vous dire un petit peu dans quels pays elles ont eu lieu, puis après, je pourrais revenir sur certaines. Mais grosso modo, donc, il y en a eu au Canada, au Kenya, en Namibie
en Inde, en Finlande, aux États-Unis et en France, il y a différentes initiatives aussi. Donc, il y a quand même eu, et encore je ne les cite pas toutes, mais il y en a quand même eu dans pas mal de pays différents avec des niveaux de vie différents. Et bien sûr, avec des résultats qui sont forcément différents aussi, mais tous assez intéressants. Alors déjà, je voudrais nuancer un tout petit peu sur l'impact de l'expérimentation. C'est super intéressant en termes d'insight, pour nous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. Ça met un éclairage intéressant, c'est de la communication intéressante. Mais l'un des problèmes, c'est que notamment, c'est du court terme en général. C'est un essai pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais que du coup, ça n'induit pas des changements sur le long terme. Et donc, les personnes ne se projettent pas forcément à long terme parce que forcément, ça ne va pas durer éternellement. Donc, et puis, il y a d'autres biais aussi. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas le prendre comme quelque chose qu'il faut à tout prix faire ou qui est un peu la bonne parole à tout prix. C'est des indicateurs intéressants, mais voilà, ce n'est pas non plus la panacée. Du coup, dans celles qui sont un peu les principales, il y a le Canada. Donc, c'était dans les années 70, pendant 5 ans. Il y a eu plus de 400 000 habitants qui ont reçu un revenu de base dans deux grosses villes. Et donc ça, c'était plutôt l'initiative du gouvernement. Et là, dans les effets qu'on a observés, c'était quand même assez positif. Il y avait une augmentation des poursuites des études. Il y avait beaucoup moins de fréquentation justement dans les hôpitaux et chez les médecins, et notamment autour des troubles mentaux. Donc, il y avait beaucoup moins d'hospitalisation ou quoi liées aux troubles mentaux. Il n'y avait pas une baisse drastique du temps de travail. Il n'y avait pas d'impact trop significatif là-dessus. Après, il y a au Kenya, du coup, c'est une expérimentation qui est en cours, qui date depuis 2016 et qui va durer 10 ans. Et donc ça, c'est avec une ONG qui s'appelle Give Directly, qui en fait milite pour le revenu de base et pour donner en fait directement de l'argent aux gens par le biais d'un système, par les téléphones, etc. Mais en gros, ça concerne 6 000 personnes. Et donc là, on observe beaucoup d'investissements, de création d'activités, de relocalisation, donc vraiment des gens qui recréent en fait un système un peu sur place et qui se reprennent en main et qui créent vraiment leurs activités. Ça, c'est vraiment une des plus grosses expérimentations. Il y a plein de choses là-dessus sur Internet. Il y a aussi Arte qui a fait une mini-série sur le revenu de base avec 5 ou 6 épisodes, et notamment il y a un sur le Kenya qui est vraiment bien. Voilà, après en Inde, ça a été important aussi, 5000 personnes, c'était coordonné par l'UNICEF notamment. Et donc là, il y a eu c'était beaucoup l'émancipation des femmes, qui avaient des accompagnements aussi, l'activité économique qui a doublé, des familles qui sont désendettées, assiduité à l'école, meilleure nutrition, voilà, des choses comme ça. Et après, en Finlande, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'était tout récent. C'était aussi par le gouvernement. Et en fait, donc là, c'était plutôt pour des chômeurs tirés au sort. Donc c'était pas universel, mais comme dans chaque expérimentation, c'est pas forcément versé à tout le monde parce que c'est difficile. Mais en tout cas, en Finlande, on a observé beaucoup moins de stress, meilleures conditions de santé et aussi plus de confiance dans l'avenir. Voilà, des gens qui se sentaient plus sereins pour aborder aussi des formations, déjà qui ont résorbé des dettes, par exemple. Enfin, voilà, il y a des choses assez intéressantes, assez simples, mais finalement qui sont importantes aussi. Et pour finir, en France, du coup, il y a plusieurs initiatives qui ne sont pas des revenus de base tels qu'on rêverait, mais qui sont déjà des petites idées, des petites prémices. Donc, il y a Mon Revenu de Base, qui est une association qui en fait avait pour objectif de récolter 12 000 euros, qui correspond donc à un revenu de base de 1 000 euros par mois pendant 12 mois. Et donc, dès qu'ils récoltaient 12 000 euros, ils tiraient au sort une personne parmi des gens qui étaient inscrits sur une plateforme et qui versait ce revenu de base-là pendant 1 an. Et donc, il y a eu, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 ou 8 même personnes qui ont été tirées au sort et qui ont bénéficié de ça. C'était il y a 2 ans, l'année dernière, que ça a eu lieu. Et après, il y a la ville de Grande-Synthe, du coup, qui est assez connue dans les milieux écolos parce que c'est quand même une figure d'exemple. Et notamment, ils ont mis en place un minimum social garanti. Donc, il n'y a pas un revenu de base, mais qui permet qu'il n'y ait personne en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas un revenu de base complet, mais qui est quand même super important et qui permet d'éradiquer une partie de la grande pauvreté.
Voilà, et puis après, il y a d'autres expérimentations en France. Il y a un éco-village qui fait aussi avec sa monnaie locale et qui met en place un revenu de base. Il y a les départements qui ont voulu mettre en place aussi un revenu de base. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, qui se réfléchissent, mais voilà, peut-être qu'après, il faudra juste l'instaurer et pas forcément l'expérimenter, quoi. C'est aussi un peu l'idée actuelle, je pense. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on peut prendre avant de clôturer? Si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Oui, moi, si vous voulez, Béa. Moi, ce que j'avais trouvé aussi hyper intéressant, c'est que dans ce qu'on nous avait développé, c'est que le revenu de base, par exemple, alors il n'y a plus d'allocation familiale, par exemple, c'est compris dedans, mais du coup, tous ces personnels qui travaillent, par exemple, à la CAF, quand on dit, eh bien, on pouvait faire des transferts de compétences de personnel, c'était pas supprimer le nombre de salariés qui allaient voir leur emploi disparaître parce que moins de contrôleurs, moins de tout, mais justement réorienter les salariés pour venir en appoint, par exemple dans l'éducation nationale, des choses comme ça. Et je trouvais ça hyper intéressant aussi. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui bossent dans des endroits comme la CAF et qui ont vraiment envie au départ de soutenir, d'aider les gens et pas forcément de faire du contrôle derrière des ordinateurs, quoi. Donc, ça permet Ouais. aussi de revaloriser ces métiers-là qui sont au final des métiers de cœur, de passion au départ et qui sont un peu dégradés par les conditions du système, quoi. Mais, tout à fait. Voilà, après, c'est intéressant aussi de débattre par rapport à l'actualité. Bon, là, on n'a pas trop le temps, il y a plein de choses à dire. Mais clairement, il y a plein de choses qui sortent aujourd'hui. Il y a les différents pays qui en parlent. Donc, il faut être aussi vigilant sur ce qui sort parce que, par exemple, en Espagne, ils ont annoncé que le gouvernement voulait mettre en place un revenu de base. On n'a pas encore toutes les infos, mais a priori, ce serait plutôt de l'ordre du RSA. Alors, ce qui est déjà bien parce qu'ils n'en ont pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un revenu de base plein. Voilà, donc on parle de revenu de base, de revenu universel, mais attention aussi aux termes qui sont utilisés, notamment aussi par rapport au projet du gouvernement de revenu universel d'activité. C'est pas un revenu de base, c'est pas un revenu universel, voilà, c'est pas universel, c'est pas inconditionnel. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait redire sur ça, mais en tout cas, voilà, c'est important de faire attention aussi aux termes et surtout à la posture qui est derrière aussi, quoi, à ce que ça implique. Voilà, donc Tout il y a à plein de choses fait, à dire. tout à fait. Et puis, ce qui est aussi à prendre en compte, c'est le fait que, enfin, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir aussi une mise en œuvre qui est progressive et donc une montée en puissance au fil des années. Mais c'est sûr que peut-être pas du jour au lendemain, on va tous avoir 800 euros. Mais déjà, qu'on puisse cibler certains publics prioritaires et que petit à petit, on puisse élargir et simplifier et voir aussi, évaluer les effets. Et ce qui est important aussi à prendre en compte, je le disais tout à l'heure, mais je fais le lien du coup avec le système de protection sociale actuel, c'est le fait de pouvoir avoir un mode de gestion et un mode de gouvernance qui puisse être citoyen, partagé avec les partenaires sociaux et de faire en sorte voilà, qu'on soit davantage associé aussi à la définition de ce revenu universel, à son mode de versement. On parlait tout à l'heure de monnaie locale complémentaire, ça peut aussi tout à fait faire partie des idées et des modalités de mise en place. Donc, l'idée, voilà, c'est aussi de pouvoir sortir d'une logique un petit peu descendante c'est l'État qui dit bon bah voilà c'est temps, et de pouvoir aussi participer plus collectivement, se réapproprier ces sujets-là. D'où l'intérêt de le placer dans un système plus large de protection sociale où en fait d'ores et déjà il y a un mode de gestion qui est quand même hyper singulier et finalement assez méconnu, mais qui est aussi dû à cet héritage là du Conseil national de la résistance et de la Deuxième Guerre mondiale, qui permet d'associer les syndicats, etc., et faire en sorte que, en fait, c'est aussi, non pas une forme de contre-pouvoir, mais c'est aussi une forme de délégation d'un pouvoir qui est aussi hyper important, qui est l'organisation de la solidarité en France. Et moi, je suis plutôt favorable aussi à ce qu'on puisse essayer d'ouvrir aussi un nouvel horizon sur ce que pourrait être une gestion, une gouvernance partagée sur ce type d'outils de redistribution, ou du moins au moins de correction des inégalités et de lutte contre la pauvreté. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ok, on va peut-être conclure sur ça. Tu voulais dire un petit mot de conclusion, Camille, ou c'est bon? Non, mais que juste, voilà, c'est effectivement
un outil d'émancipation. Et donc, la première chose, c'est aussi d'y réfléchir soi-même et de se dire qu'est-ce que je ferais moi si j'avais un revenu de base, qu'est-ce qui pourrait changer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dès maintenant éventuellement. Et vraiment de se réapproprier ces questions en fait, d'économie, de citoyenneté, de se dire on ne va pas attendre que ça forcément arrive d'en haut, mais en tout cas, comment moi je peux, à mon niveau, déjà y réfléchir, en parler avec d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dans cette optique-là et à voir qu'est-ce que ça impacterait chez vous et à en parler à d'autres gens, à confronter les avis. C'est déjà super riche, quoi, avant de l'avoir. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce que tu as des éléments de bibliographie à nous donner, peut-être 2-3 bouquins qui font… Ouais, il y a… Alors, donc, on a un site, c'est revenusdebase.info, et sur lequel il y a pas mal d'infos, notamment des bouquins. Nous, on a écrit 3 livres, en fait, sur le revenu de base. Un qui explique vraiment tous les principes, je dirais, philosophiques de l'idée. Un autre qui parle vraiment du montant, du financement. Et un autre qui est, donc le plus récent, c'est pour un revenu de base universel. Et donc là, on brosse plein de thématiques sous l'angle de l'écologie, de l'émancipation des femmes, de l'intelligence collective. Enfin, il y a plein de sujets abordés. C'est peut-être le plus récent et celui qui brosse de façon plus générale les philosophies et le principe du revenu de base, je dirais. Puis après, il y a plein d'autres choses sur Internet qu'on peut trouver. Voilà. On a une page Facebook, un compte Twitter, tout ça. Trop cool. Voilà. Merci beaucoup. Merci Camille, merci Mathilde. Mathilde, tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon. Merci Mathilde. Et donc, vous retrouverez le podcast de l'émission rapidement sur Facebook pour celles et ceux qui n'ont pas pu tout écouter. Et n'hésitez pas à le partager à vos amis. Et on vous donne rendez-vous, on est quel jour? On vous donne rendez-vous dimanche pour un nouveau débat sur la condition animale au XXIe siècle et mardi 14 pour le débat avec François Sureau. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée et encore merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Salut tout le monde. Merci à vous aussi. Bonsoir. Prenez bien soin de vous. Oui. Effectivement.